Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Une mobilisation citoyenne scande « Pas une de plus » suite au deuxième féminicide de l'année. Tourisme Charlevoix lance son premier appel à solutions dans le cadre du plan Montagne. Les paramédics de Charlevoix présentent leur nouveau automasseur cardiaque, le LUCA. Maison Mère et le Club Med signent une entente importante pour les 2 prochaines années. Grande période de recrutement pour les camps de jour et camps de vacances de la région. L'autrice charlevoisienne Céline Dufour lance son second livre jeunesse. Et la bibliothèque René Richard présente une exposition rétrospective à l'occasion de son 25e anniversaire. Bonne émission! Le regroupement des voix féministes de Charlevoix organisait jeudi le 1er février dernier une mobilisation citoyenne à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie afin de rendre visible le deuxième féminicide de l'année au Québec. Voici notre reportage. 2024 vient à peine de commencer et déjà 2 féminicides sont comptés au Québec. Parce que ces drames sont trop souvent passés sous silence, les organismes féministes de la région font un appel à la mobilisation. Par cette action symbolique, le comité Les Voix féministes de Charlevoix, qui regroupe les 4 groupes de femmes de la région, veulent briser le silence en dénonçant et en rendant visibles les violences faites aux femmes. Ce rassemblement se fait à la mémoire de Narges Ben Yedder, 32 ans, tué par son conjoint le 26 janvier à Montréal, et aussi à la mémoire de toutes les femmes tuées en contexte de violence conjugale. La Maison La Montée, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix, le Centre des femmes de Charlevoix et le Centre Femmes au pluriel sont les 4 groupes qui défendent les valeurs féministes dans les 2 MRC. Parce que la violence faite aux femmes et leurs enfants est un problème de société, même si elle se passe dans la sphère intime, nous exigeons que le gouvernement fasse de la lutte contre les violences une priorité. Tous les 7 jours, au Canada, on estime environ une femme est tuée par son conjoint. C'est inacceptable, pas une de plus. De concert avec les regroupements féministes de la capitale nationale, tous les jeudis suivant un féminicide, une mobilisation sera organisée de 12h15 à 12h45 à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. On fait partie d'un regroupement qui est le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale, donc qui regroupe des organismes de partout dans la capitale nationale. Et elles aussi font des rassemblements comme ça. Donc présentement à Québec, il y a un rassemblement. Donc, en même temps, tout à fait. Donc, le jeudi suivant un féminicide, les groupes de femmes sont appelés à se rassembler et nous, on souhaitait le faire ici localement. On voulait davantage rendre visibles les féminicides pour sensibiliser la population plus localement. Donc, il y a eu déjà un premier féminicide là, au début janvier. Et on a envoyé un communiqué dans les médias locaux là, ici dans Charlevoix. Et là, on a eu le temps de se préparer pour vraiment faire une action vraiment de visibilité. Malheureusement, avec ce deuxième féminicide-là qui est arrivé là, très rapidement. Les années pandémiques ont amené une hausse importante de violences conjugales partout dans le monde. Bien que ces taux aient légèrement diminué depuis, ce sera toujours trop. Chaque fois qu'une femme est tuée, ça ne concerne pas juste la famille, l'entourage, les proches, ça concerne vraiment tout le monde, le voisin, la voisine, puis socialement aussi, là, comment on traite la violence, puis comment on investit aussi dans cette lutte-là. Là, aussi au niveau du gouvernement, là, on a aussi quand même des attentes qu'il y ait une réponse gouvernementale et financière, mais aussi donner des moyens, dans le fond, aux organismes qui sont déjà présents sur le terrain. Là. Les 4 organismes aujourd'hui, on en fait un peu, on démontre un peu ça aussi, là, que notre présence est importante, puis on travaille fort. Même si les derniers féminicides n'ont pas eu lieu près de nous, la violence conjugale est bien présente dans la région, comme le démontrent les taux de fréquentation des différents organismes.
Je pourrais parler au Calax particulièrement. Là, on a eu une hausse de la liste d'attente suite à la pandémie, puis ça a dérougi plus ou moins. Là, on a des accalmies, mais on a des demandes qui sont grandissantes. Puis on voit aussi des nouvelles demandes de jeunes, d'adolescentes, en fait, dans les écoles secondaires où on est beaucoup plus présente, puis où il y a une hausse de demande. Donc, on imagine en fait que la sensibilisation, en tout cas la compréhension de c'est quoi le consentement, c'est quoi les violences faites aux femmes, puis c'est quoi les formes en fait qui existent, peuvent aider aussi les femmes ou les victimes en fait à aller chercher de l'aide dans nos organismes. Tout à fait. Plus on en parle, plus on dit que c'est inacceptable, plus les gens vont oser, en fait, briser le silence, venir nous en parler. Puis ensuite, nous, on va référer ça au Calax ou à la Maison La Montée. Là. Mais je sais qu'à la Maison La Montée, il y a quand même un gros roulement de femmes qui font des demandes là, de soutien, d'hébergement. Si vous êtes témoin, victime ou êtes vous-même sujet à poser des actes de violence conjugale, osez briser le silence. Des ressources sont disponibles partout sur le territoire pour vous venir en aide. Consultez le site charlevoixsocial.ca pour toutes les coordonnées. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités et de transformer la société. La violence conjugale, c'est l'affaire de toutes et tous. Pas une de plus. Après un an de concertation autour du plan Montagne, Tourisme Charlevoix lance maintenant son premier appel à solutions pour le développement des pôles montagnards de la région. J'en discute avec Michel Dion. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Donc, il y a un an, Tourisme Charlevoix nous présentait le plan Montagne en tant que programme qui vise à soutenir financièrement l'écosystème des entreprises et des communautés dans les pôles montagnards de Charlevoix. Ça fait un an, pendant cette année-là, il y a eu concertation avec différents acteurs du milieu, j'imagine. Qui était autour de cette table et qu'est-ce qui en est ressorti? Oui, bien en fait, on avait ciblé 4 zones montagnardes pour la région, donc la zone du Mont-Grand-Fond, la zone du Massif, le secteur des montagnes, qu'on peut dire qui représente grosso modo là, la région autour des 2 parcs nationaux, et aussi le secteur des montagnes de Saint-Siméon. Et vraiment, les gens qu'on a invités, c'était tous les membres, je dirais, qui orbiteraient autour de ces secteurs-là. Donc, ça fait de l'hébergement, des entreprises agro, ça pouvait être des entreprises de plein air, Est-ce etc. que la population générale aussi faisait partie des personnes non, concernées? pas la population, parce que en fait, ce qu'on essayait vraiment de voir, c'était de trouver des solutions innovantes pour que les entreprises se concertent en elles puis trouvent comment développer en fait des zones montagnardes qui sont plus concertées, qui sont davantage 4 saisons, qui sont plus accessibles, durables. Donc, c'était une conversation qu'on trouvait nécessaire d'abord d'avoir avec les entreprises touristiques. Puis ça l'a donné là, en avril là, les 4 rapports par zone qu'on a obtenus. Puis je pense que les gens ont beaucoup apprécié justement d'être concertés puis de travailler ensemble à une vision commune. Donc là, dans ces rapports-là, justement, qu'on peut d'ailleurs trouver là, sur le site de Tourisme Charlevoix, on voit qu'il y a des enjeux particuliers qui ont été ciblés et des propositions de projets, c'est ça, pour essayer là, de développer en tenant compte? Oui, exactement. Donc, on savait que ultimement, plus tard dans le processus, on serait capable de faire des appels à solutions. Puis je vous dirais que dès le départ, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que traditionnellement, quand on fait du financement à Tourisme Charlevoix, on fait du financement à l'entreprise, donc pour qu'elle fasse un projet pour son entreprise. Oui. Donc, on s'attendait à ce que les entreprises nous disent ça, mais les entreprises rapidement nous ont dit non, nous, ce qu'on aimerait, c'est des projets qui sont plus structurants, qui touchent du multi-entreprise. Donc, je préfère nécessairement peut-être pas avoir de financement pour mon entreprise, mais de financer un projet qui va avoir un impact plus grand et notamment sur mon entreprise. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié un panier, si je peux dire, de projets sur lesquels les gens s'entendaient. Après ça, on a fait un exercice de priorisation. Et là, on lance enfin là, le premier appel à solutions qui vise justement à soutenir des projets qui ont été identifiés dans ces plans d'action-là, ou même des actions peut-être qui ne seraient pas dans ces plans-là, mais qui pourraient être très, très, très structurants pour ces zones montagnardes-là. OK.
D'ailleurs, justement, là, on parle de l'appel à projet, d'appel à solution, en fait, Oui, absolument. pour des projets qui pourront obtenir une aide financière d'un maximum de 150 000 Qui peut déposer des projets? Est-ce que ça doit être seulement, justement, les entreprises qui faisaient partie du processus de concertation ou on peut être en dehors de ça, là, ou une nouvelle entreprise, par exemple? Je vous dirais que c'est très, très large. Ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être une entreprise existante, ça peut être une OBNL. Mhm. À la limite, ça pourrait être une entreprise qui n'est pas nécessairement dans la région, mais qui souhaite développer une solution pour venir en appui à des entreprises charlevoisiennes. Donc, c'est quand même très, très, très varié. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quand même plusieurs objectifs avec le plan montagne. Donc, renforcer, par exemple, les chaînes d'approvisionnement locales, promouvoir l'aménagement durable, tout ce qui est adaptation au changement climatique, diversification saisonnière, mobilité durable, accès démocratique de la population, bon, etc. Oui. C'est important que les projets respectent au moins plusieurs de ces objectifs-là. Et dans un deuxième élément, c'est vraiment que le souci, c'est que le projet qui sera déposé aura un impact sur une multitude d'entreprises. Donc, ça ne doit pas juste être, je ne sais pas moi, par exemple, une entreprise de plein air qui dépose un projet pour améliorer sa propre entreprise. Ça, on a d'autres leviers pour ça. Là, on est vraiment plus dans des projets qui vont faire un impact. C'est pour ça qu'on l'a appelé un appel à solution. C'est vraiment, c'est pas juste un appel à projet classique. Là, on cherche vraiment des projets qui sont structurants. Mm-hmm. Justement, là, avec tous ces critères-là, puis ce qui se passe présentement là, entre le groupe Le Massif, la communauté, là, on pourrait voir la naissance d'un projet qui coche plusieurs cases dans ce programme-là. Est-ce que dans l'évaluation des projets, on s'assure aussi d'une certaine pérennité pour éviter justement qu'on profite de l'enveloppe pour quelque chose qui finit par s'effriter avec le temps? Oui, absolument. Je pense que, bien, évidemment, comme c'est un programme là, qui a été soutenu par les ministères du Tourisme, des Affaires municipales et de l'Habitation aussi, je dirais qu'il y a des critères quand même qui sont très, très stricts en matière de durabilité des projets. Puis nous, à l'aide de notre conseiller en développement durable là, qui était avec nous jusqu'à tout récemment, on a justement, puis avec notre équipe de développement, on a justement parfait cette grille-là pour être, je vous dirais, le plus sévère possible, mais je le dis dans une manière très positive, bien entendu. Donc, les projets doivent avoir un impact sur l'environnement le plus limité possible, doivent bien s'insérer socialement, donc faire preuve d'une acceptabilité sociale, favoriser un accès démocratique aussi de l'offre à la population locale, doivent être pérennes financièrement. Donc, il y a vraiment, je vous dirais que il y a quand même un travail rigoureux d'analyse qui va être effectué justement pour qu'on atteigne nos cibles. Y a-t-il un suivi aussi qui se fait dans le temps? Est-ce qu'on donne une somme dès l'acceptation du projet ou elle est répartie là, selon l'atteinte de certains objectifs par la suite? Ben, généralement, les sommes qui sont versées sont en 2 versements. Donc, il y a toujours un premier versement qui est plus élevé pour aider justement l'organisation à bien démarrer, bien prendre son envol dans le projet. Et après ça, bien évidemment, le deuxième versement est toujours conditionnel, bon, à tous des éléments plus administratifs comme les redditions de comptes etc. Mais aussi à l'atteinte des cibles donc, qui ont été formulé à travers le projet. Donc, le deuxième versement peut être mis en péril là, si jamais les cibles qui avaient été mentionnées n'ont pas été atteintes. D'accord. On parle d'un premier appel à solution. Est-ce qu'on peut donc comprendre qu'il y en aura d'autres ou que du moins le plan montagne a d'autres actions à venir aussi? Oui, absolument. On prévoit présentement 2 appels à solution. Donc, un premier qui a lieu maintenant, un autre qui aurait peut-être plus lieu, je dirais, vers la fin de cette année. En tout, c'est environ 900 000 qu'on réserve pour ces 2 appels à solution-là. Donc, c'est quand même des sommes qui sont considérables. Puis, pour la suite, en fait, le plan montagne va se terminer l'année prochaine. Mais je pense que ce qui est important à dire, c'est que dans toute notre volonté avec notre planification stratégique d'aller vers un tourisme plus durable avec notre vision 2027, le plan montagne, c'est un peu comme, je vous dirais, une première expérimentation, un projet pilote et tout. Donc, même si
les plans montagne vont éventuellement se terminer puis que présentement, il n'y a pas nécessairement de signe de renouvellement, bien, c'est quand même pour nous une occasion d'apprendre, d'essayer quelque chose puis de voir après ça comment que ça pourrait se prolonger dans l'avenir. Donc, c'est un peu un projet pilote, si on veut, là, pour oui, exactement. Une suite à développer. C'est comme ça qu'on le voit. D'accord. Jusqu'à quand les gens ont pour présenter un projet dans le cadre de cet appel à solutions-là? Donc, ils ont jusqu'au 8 mars 2024. Il y a ma collègue ici, Claudia Villeneuve, là, que les gens peuvent contacter là, pour avoir plus d'informations. On encourage vraiment les gens à s'y prendre tôt parce qu'évidemment, des fois, on a des questions et tout. Là, à partir du moment où la date est déjà tombée, c'est un peu difficile après ça de revenir en arrière. Mais que les gens n'hésitent pas à nous contacter, là, ça nous fera un plaisir de les accompagner là, dans le dépôt de la demande. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bonne journée. Bonne journée. La Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec implante un nouvel appareil aux nombreux avantages sur le territoire charlevoisien. Dominique Marcotte et Daisy Simard nous en font la démonstration. Lucas est le nom du nouveau compagnon des superviseurs de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec pour Charlevoix. L'appareil qui sert à maintenir le massage cardiaque de façon mécanique a déjà fait ses preuves dans la région de Québec, où il est utilisé depuis 2019. On l'implante dans Charlevoix maintenant. Pourquoi 3 à 4 ans plus tard? Parce qu'on n'avait pas la supervision. La supervision, c'est tout nouveau dans Charlevoix. Okay. Puis le fait que l'appareil doit être utilisé par une tierce personne et non par le duo de paramédics qui prodigue les soins, de façon à ce que ce ne soit pas délétère pour le patient, qu'il n'y ait aucune interruption des manœuvres. Ça prend une tierce personne. La tierce personne, maintenant, c'est la supervision. Il faut savoir que d'emblée, moi, en supervision, j'essaie de me déplacer sur tout le territoire, sur tous les appels qui sont une réanimation cardio-respiratoire. Ce ne sera pas tous les patients d'emblée qui vont avoir le LUCA. Le LUCA, ça va servir seulement quand on va confirmer un transport vers le centre hospitalier. Bien que l'appareil ne se trouve que dans les véhicules de superviseurs, tous les paramédics ont bénéficié d'une formation pour son utilisation. Les paramédics sont au chevet du patient. Ils sont en train de faire leur protocole. Là, on est rendu au transport, l'évacuation du patient, dans le fond, vers l'ambulance. Fait que nous, on poursuit le massage. C'est là que le superviseur arrive. Moi, j'arrive. Là, Daisy me donne le topo. Daisy, est-ce qu'on va procéder à l'automassage? On a eu 2 chocs présentement. Fait que c'est sûr qu'on va installer le LUCA. On va transporter. Parfait. Donc, tu termines ta séquence. Puis après ça, tu me guides quand tu es prête à tourner. C'est bon. Je viens poser la petite planchette. On va finir dans 2 secondes. Oui. C'est bon. La planchette, on la glisse sur monsieur. Voilà, tu reprends le massage. On va essayer de ne pas y porter les bras comme tantôt. Oui. OK. Et que dans le fond, elle reprend le massage. Ça ne fait jamais. Là, c'est rendu ma job à moi de la guider. Daisy, tu continues le massage. Je vais passer entre tes bras pour installer le LUCA. Donc là, elle continue le massage. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est le moins possible arrêter le massage. Voilà. On va juste le recentrer parce que la planchette a bougé. En hauteur, on est correct. Fait que Daisy, j'ouvre le LUCA quand tu es prête. On enlève la POC, évidemment. Dessus. Sinon, on va le reprendre peut-être que ça. Fait qu'on le descend, on le part. Fait qu'il devrait masser. Fait que les bras, on comprend que c'est un mannequin. Les bras viennent s'attacher chaque côté. Le patient est attaché adéquatement après notre planche. Là, ce qu'il faut comprendre rendu ici, c'est quand on s'en irait en transport, normalement, si on a des escaliers, si on est loin du camion, il faut prendre des pauses. 30 secondes, déposer. Quand on n'a pas ça, déposer, reprendre les manœuvres. Après ça, on recommence. Jusqu'au temps qu'on se rende au camion, il y a ces pauses-là. Ça assure un massage continu. Tu sais, dans le fond, ce qu'on demande, là, c'est quand on donne des formations RCR, ce qu'on veut, c'est le duty cycle qu'on appelle. Tu sais, le massage efficace, le cycle de massage qui essaye de jamais arrêter, puis qui est efficace. Puis dans le fond, avec le LUCA, c'est vraiment ça que ça nous procure. Est-ce que le cœur pourrait se mettre à battre par lui-même pendant le massage? Effectivement. Si on avait un signe de vie, on viendrait l'arrêter, le faire sur pause. On pourrait demander soit une analyse s'il est toujours inconscient, mais clairement, s'il revient spontanément et qu'il nous parle, bien, on va le retirer très rapidement. Sans la présence de Lucas, les paramédics doivent faire des pauses pendant le massage à travers les manœuvres d'évacuation. Tu sais, on sait que les patients en ACR, c'est chronodépendant, dans le fond. Fait que le plus vite tu es rendu à l'hôpital, mieux c'est. On
On y va, Nick? OK. Ça reviendrait sur notre filière. Tout le temps continuant, puis on s'entend que ce patient-là, il serait intubé, puis il serait ventilé. On l'attache. On l'attache pas maintenant. Dans le fond, pendant qu'il y a un paramétrique qui le ventile, tu mets un frein des véhicules. Ça en va au véhicule. Bon. Bon. Oui. Et voilà. Il a bénéficié d'un massage en continu, sans arrêt. Les manœuvres seraient toujours en cours, il n'y a pas d'interruption. Sécuritaire pour le patient, on ne se fatigue pas. Il faut penser aussi qu'il y a quelqu'un qui doit conduire. Avec l'énervement de la scène, parce que c'est tout l'adrénaline, des scènes comme ça. Plus un massage, que ça fait peut-être 15 minutes qu'on masse, qu'on est en manœuvre, on a une certaine fatigue, on s'en va au volant. Mais là, avec ça, on est frais d'ici peu. Toutefois, certaines situations ne permettent pas l'utilisation de l'UQA. Par exemple, les patients pédiatriques, les femmes enceintes, les personnes ayant un cœur mécanique ou les patients avec trauma. Beaucoup de patients que maintenant, on a des nouvelles procédures, des nouveaux protocoles. On fait les constats de décès à domicile maintenant, on ne transporte plus ces gens-là. OK. Oui, depuis qu'on a ça, en ne les transportant plus, ces patients-là qui bénéficieront d'un arrêt d'un constat à la maison, bien, ils n'auront pas l'automasseur. L'automasseur représente un investissement de 28 000 $ par unité. Il augmente non seulement l'efficacité du massage cardiaque, mais apporte aussi plusieurs avantages au niveau de la santé et de la sécurité des ambulanciers. C'est très exigeant de masser des gens à la maison, puis c'est très exigeant de les masser en transport également. On peut penser aux aléas de la route, l'accélération, le freinage, les coups vite. On peut se faire aussi se couper le chemin par un autre véhicule. Je vais vous faire une image qu'on fait. On est comme ça. On masse à une main puis on se tient sur une barre au plafond. C'est pas au niveau de la poussée, de la profondeur, c'est pas optimal. On fatigue. C'est côté sécurité, on n'est pas attaché. Ça nous permet de nous attacher parce qu'on a juste la respiration à gérer, l'assistance ventilatoire. Maison Mère, qui héberge déjà bon nombre d'employés du Club Med depuis son implantation, vient d'annoncer la signature d'une nouvelle entente qui générera des revenus de 3,6 millions de dollars d'ici 2025. Martin Ouellette a rencontré Régent Bernard, directeur général de Maison Mère, à ce sujet. Régent Bernard, bonjour. Bonjour. Maison Mère vient de négocier une nouvelle entente avec le Club Med et dans le communiqué qui date du 19 janvier, vous avez mentionné qu'il fallait repenser et bonifier l'entente que vous aviez déjà à Maison Mère pour héberger des travailleurs du Club Med. Quand on dit repenser une entente, on pense à quoi exactement? Bien, en fait, ça s'inscrit, je pense, dans un contexte qui est un petit peu plus large, c'est-à-dire le sort qui est réservé aux travailleurs étrangers au Québec à l'heure actuelle. Dans les médias, on en a parlé beaucoup au cours des derniers mois. Maison Mère est très sensible à cette question-là parce qu'on héberge des travailleurs étrangers. Donc, c'est clair qu'on on a rencontré le Club Med, puis ensemble, on a convenu qu'il fallait trouver le moyen d'améliorer un certain nombre de choses au niveau des services que Maison Mère offrait à ces travailleurs-là, bonifier ce qu'on offrait déjà, additionner des nouveaux services et surtout, puisque la plupart des gens qui sont hébergés chez nous sont des travailleurs mexicains, bonifier ce service-là au niveau linguistique, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des gens sur place qui comprennent leurs besoins, qui sont capables de l'interpréter rapidement et non pas d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais d'être capable de l'interpréter immédiatement et de réagir rapidement de manière à ce que le service réponde aux attentes de ces gens-là. Pour nous, c'est important. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il fallait aller au-delà du simple hébergement pour satisfaire les besoins de cette clientèle spécifique. Absolument. Maison Mère, je pense... Et ça, c'est une vocation autre quand même, là, que de faire plus que de l'hébergement. HOTE, peut-être, oui. Parce que c'est clair que ce qu'on souhaite, c'est de développer un milieu de vie pour ces gens-là. C'est pas de l'incarcération, c'est pas un garage de personnes, c'est vraiment un milieu de vie Maison Mère pour ces gens-là. Puis on avait
besoin de repenser cette relation-là avec leur employeur. Parce qu'ils sont nombreux, hein? Vous en accueillez presque 200? On a 200 lits à l'année. Est-ce que ce sont tous des lits dans l'infirmerie? Non. Il y a 4-5. Il y a bien sûr dans le bloc 4-5, puis il y a bien sûr dans l'ancienne infirmerie, qui est le pavillon ouest maintenant. Donc, on héberge tantôt... C'est beaucoup, 200 travailleurs? Entre 165 et 200, dépendamment des saisons, effectivement. Et votre entente, là, on parle d'une entente de 2 ans de 3,6 millions de dollars. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est consacré à l'amélioration, entre autres, des équipements? Vous êtes engagé là, par communiquer à une série d'améliorations. Oui. Combien va être consacré à l'amélioration, je vais dire comme ça, de maison mère? Sans rentrer dans les détails, parce que c'est une entente quand même confidentielle, je peux partager avec vous autres aujourd'hui qu'il y a à peu près un demi-million qui va être consacré à l'amélioration des services. Donc, de tout genre. On va effectivement créer de nouveaux lieux de socialisation, des salons, offrir des services, des nouvelles activités, comme là, on organise pour le 10 février une sortie pour ceux qui sont intéressés au Carnaval de Québec, pour leur permettre de découvrir la culture québécoise. Est-ce que vous faites ça en collaboration avec le SANA ou c'est d'une façon autonome pour vos travailleurs du Club Med? C'est strictement entre le Club Med et Maison Mère. OK. Oui, c'est fait partie de l'entente. Donc, on organise un certain nombre d'activités sur permettre des échanges culturels, permettre à ces gens-là de mieux connaître la culture québécoise et nous de mieux connaître la culture mexicaine, donc de partager et de voir est-ce qu'il y a un peu plus d'osmose entre... Le but, c'est vraiment de créer un milieu de vie où ces gens-là vont pouvoir s'épanouir. Et ça, on est très, très heureux, notamment parce que dans cette entente-là, on a aussi le financement d'une personne hispanophone qui est à temps plein à Maison Mère pour agir comme interface avec le Club Med, d'une part, et aussi avec ses employés. Alors, il faut comprendre que dans l'expérience que vous avez vécue dans le premier contrat d'une durée de 2 ans, cette lacune-là avait été clairement identifiée. Là. Il fallait absolument agir pour améliorer leurs conditions d'existence à Baie-Saint-Paul. Oui, en fait, lorsque je suis arrivé à la direction générale, ça fait un peu plus qu'un an déjà, c'est clair que la situation n'était pas très drôle. Et c'est là que moi, personnellement, j'ai réalisé que non, ça ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait qu'on trouve le moyen d'améliorer les choses. Durant l'été, on a eu des rencontres de travail avec la direction du Club Med, la direction Amérique, avec la direction des ressources humaines qui est à Miami, et on s'est assuré qu'on comprenait leurs besoins, mais qu'ils entendent aussi la réalité de Maison Mère. C'est-à-dire que si on n'avait pas de ressources additionnelles pour répondre adéquatement aux besoins de ces travailleurs-là, qu'on n'était peut-être pas en mesure de, justement, travailler dans cette dynamique-là, de créer un milieu de vie. Donc, on s'est entendu et on a travaillé pendant plusieurs semaines ensemble pour vraiment délimiter le cadre où est-ce qu'on voulait aller, si on était prêt à accepter ces travailleurs-là, à quelles conditions. Et selon quelles ressources on avait besoin. Absolument. Et ils ont mis à notre disposition, comme je le disais, quand même passablement d'argent pour nous permettre d'aller dans cette direction-là. Donc, je pense que c'est un plus pour le Club Med. On sent qu'il y a un souci d'assurer une qualité de vie à leurs travailleurs qui sont logés au Québec. Puis, de notre côté, c'est clair que lorsqu'on héberge des gens à Baie-Saint-Paul, on veut que ces gens-là soient chez eux. Maintenant, est-ce que cette entente permet de penser à une profitabilité pour Maison Mère? Absolument, puisqu'on bonifie, c'est normal, là, si on est... que 200 travailleurs, c'est des montants significatifs. Puis le Club Med, c'est quand même notre principal client au niveau de l'hébergement. Oui. Donc, ça nous permet de bonifier notre service, de bonifier notre offre et en même temps de générer des revenus à Maison Mère. Parce qu'on ne se le cachera pas. Autrefois, avant que j'arrive, j'entendais qu'on parlait surtout de maisons chères, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de maison mère. C'est-à-dire que cette entente-là nous permet d'avoir ce que j'estime à des retombées économiques d'à peu près 10,6 millions sur les 2 prochaines années, pas seulement à Baie-Saint-Paul, mais dans tout Charlevoix. Vous êtes directeur général depuis maintenant un peu plus d'1 an. Selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée? Je pense qu'une certaine stabilité, je dirais. Okay. Une certaine stabilité parce qu'on ne se le cachera pas, il y a eu 2 années de COVID qui ont été extrêmement difficiles pour Maison Mère. L'année suivante, ça a été encore plus difficile. On m'a demandé d'assumer la direction pour essayer de redonner à Maison Mère un sens de direction, mais surtout d'essayer de rebâtir les fondations puis de voir effectivement... En attendant qu'un certain nombre de paramètres se précisent, comme l'arrivée ou non de l'Espace Bleu, l'arrivée ou non de l'INRS, et bon, la requalification de la chapelle éventuellement. Donc, tous ces projets-là,
l'utilisation des terrains qui sont absolument magnifiques, la mise en valeur du jardin de François. C'est un projet Maison Mère qui est extraordinaire, avec un potentiel absolument extraordinaire, autant au niveau communautaire qu'au niveau touristique et au niveau culturel. Avez-vous atteint ou pensez-vous atteindre la rentabilité? Je pense que oui. C'est atteint? Non. La rentabilité totale n'est pas atteinte. Par contre, on est loin des chiffres par exemple, que je constatais à mon arrivée. Là, pour l'instant, il y a une subvention récurrente de la ville de Baie-Saint-Paul qui, elle, est absolument essentielle, mais elle diminue en fonction des autres revenus qu'on est capable de générer. Donc, on travaille très fort à générer d'autres formes de revenus, des revenus autonomes, des revenus de services qu'on offre comme ceux-là, de manière à ce qu'on diminue la charge sur nos occupants et qu'on diminue aussi la charge sur les citoyens, qui, en bout de ligne, sont les payeurs de taxes. Vous avez un taux d'occupation qui avoisine quoi maintenant? Le taux d'occupation de l'ensemble de l'espace locatif que vous avez, que ce soit hébergement, bureau ou autre? On est presque complet tout le temps. Là. Il y a des petites nuances. Il y a des gens qui arrivent, des entrées, des sorties? Oui, tout à fait. Mais là, on est au minimum à 95 là, oui. Quels sont vos défis pour l'année qui s'en vient? Bon, l'année qui s'en vient, c'est une bonne question parce que c'est clair qu'on est toujours en attente de la lecture que le gouvernement du Québec va faire par rapport au dossier de l'espace bleu. Donc, lorsque ce projet-là sera confirmé, il y aura un certain nombre de choses qui vont en découler. Même chose pour ce qu'on On risque d'attendre longtemps sur l'espace bleu. Vous savez que le dossier est au neutre, hein? Moi, personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il y a eu quand même... On ne se fie que sur ce qu'on peut lire dans les journaux. Pas moi. Dans le sens où il y a eu quand même un décaissement important de la part du gouvernement du Québec. Le projet a une potentialité assez importante pour Maison Mère. Le maire de Baie-Saint-Paul nous affirmait que vous n'êtes pas passé chez le notaire encore, là. La transaction n'est pas officialisée. C'est possible, peut-être que M. Pilote pourra confirmer. Oui, mais dans le sens que c'est quand même, pour répondre à votre question, c'est quand même un des éléments importants dans le projet de Maison Mère. Même chose pour l'arrivée potentielle de l'INRS, même chose pour la mise en valeur des espaces extérieurs, des jardins, et un dossier qui m'est particulièrement cher, c'est celui de la chapelle, la mise en valeur de la chapelle, qui est un haut lieu. Vous avez commencé à y tenir des spectacles cette année? Exactement. On est en train de travailler pour éventuellement offrir à nouveau l'illumination durant le temps des fêtes. Donc, oui, une programmation musicale. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de voir de manière à ce que les citoyens de Baie-Saint-Paul se sentent chez eux à Maison Mère. Donc, on est à la merci d'un certain nombre d'inconnus à l'heure actuelle. C'est difficile de déterminer effectivement avec précision où est-ce qu'on va pouvoir aller. Mais c'est sûr que mon objectif personnel, c'est de m'assurer que la population de Baie-Saint-Paul et de tout Charlevoix se sentent chez eux lorsqu'ils sont ici. Bien. Jean-Bernard, merci d'être venu nous voir et bonne continuation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Les camps d'été sont en période de recrutement pour compléter leurs équipes d'animation pour l'été 2024. L'animateur Snoopy du camp de la Vallée et Joanne Saint-Gelais de la ville de Baie-Saint-Paul nous en disent davantage. Bien que l'été nous semble encore loin, les services de loisirs et camps de vacances du Québec ont le nez plongé dans les préparatifs de la saison estivale. L'heure est au recrutement des équipes d'animateurs, un emploi important aux nombreux avantages. À Baie-Saint-Paul, on a 2 camps de jour, donc ce sont donc des camps exclusivement de semaine. Là. On ne parle pas de coucher, on parle justement juste de jour. On a le camp Aventure, qui est pour les 12 à 14 ans, et on a le camp de la Vallée, qui lui est pour les 4 à 12 ans, 4 à 11 ans. Là. Oui. C'est environ 200 jeunes, là, grosso modo, qu'on a à chaque année, là, donc dans ces âges-là, qui viennent au camp de jour, et ça tourne autour de 25 moniteurs pour prendre en charge toute cette belle gang. Devenir animateur de camp est accessible à tous les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi complet. En effet, les tâches variées englobent à la fois des aspects organisationnels, sociaux, physiques, éducatifs et créatifs. Est-ce que tu sens que ça va avoir du poids dans ton CV plus tard, d'avoir été moniteur de camp? Je pense que oui, parce que ça montre que tu as quand même un certain leadership, de la débrouillardise, puis travailler avec les jeunes, un coup que tu as commencé, le monde va voir, mettons que j'ai appliqué dans un service de garde. Là, ils vont voir que j'ai été un été de temps au camp de la Vallée, fait que c'est sûr qu'ils vont se dire, genre, il y a de l'expérience avec les jeunes. C'est pertinent. Oui. Pour être moniteur, dans le fond, il faut avoir 16 ans ou être en 4e secondaire.
Donc, ce sont les exigences là, minimales. Sinon, en fait, on peut aussi être aide-moniteur. Donc, si on a de l'intérêt, par exemple, qu'on a 15 ans puis qu'on veut commencer tranquillement, on peut envoyer notre CV aussi, puis il y a peut-être des possibilités là, comme aide-moniteur. Des formations sont offertes en pré-camp aux nouveaux et anciens moniteurs qui doivent aussi rester à jour et approfondir leur technique d'animation. Le pré-camp, dans le fond, c'est les 3 premières semaines avant le camp, où ce qu'on est dans l'aréna, je ne sais pas si ça va être ici encore cette année, mais on est dans l'aréna, tout ensemble, on a des tables, on prépare notre été, dans un confort amical, là. C'est pas un gros rush. Comme. Le DAFA, c'est le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et donc ça, c'est une formation qui est certifiée Québec, au Québec, là, dans le fond, qui est donnée. Nous, maintenant, dans le fond, on a notre propre DAFA maison. Okay. Donc, on est en collaboration avec le camp Le Manoir, aux Éboulements, et les autres camps, donc Clermont et la Malbaie. Okay. Et on offre une formation, dans le fond, qui est comme le DAFA, mettons, mais qui est donnée et offerte par le camp Le Manoir, qui est certifié. Là, donc, c'est une formation qui est inspirée du DAFA, mais qui fournit les outils. Dans le fond, c'est vraiment une formation en animation. T'sais. Donc, les jeunes qui arrivent, par exemple, qui ont un intérêt, je veux dire, tu as de la facilité avec les enfants, mais dans le cadre de cette formation-là, on va te donner plein de trucs d'animation. Donc, puis plein de trucs d'animation pour des jeunes de 5-6 ans, mais aussi pour des jeunes de 11 ans. Oui, tous les groupes d'âge. C'est ça, tous les groupes d'âge. Donc, puis aussi, bon, quels sont les besoins de ces groupes d'âge-là? Tu sais, on va vraiment regarder l'enfant comme dans son ensemble, donc dans ses besoins, mais en termes d'animation. Donc, au sortir de cette formation-là, tu as vraiment des outils. Tu as vraiment des outils qui te facilitent l'intervention auprès des jeunes. Le DAFA, une exigence des camps certifiés par l'Association des camps du Québec, outille également les moniteurs au niveau du développement cognitif de chaque groupe d'âge, des techniques d'encadrement et de sécurité, ainsi que de l'éthique de travail. Puis, ce qu'on appelle, nous, la formation maison, qui, elle, est plus en début juin, ça, c'est vraiment très spécifique à notre camp. Donc, chacun des autres camps, comme par exemple Clermont puis la Malbaie, ils font ça aussi. Fait que chacun de notre côté, maintenant, là, c'est la réalité de notre camp. OK, ça commence à quelle heure? Ouais. Nous, ça fonctionne comment? Le service de garde, comment ça fonctionne? À quelle heure le service de garde? C'est quoi l'horaire type de la journée? Donc là, on y va vraiment avec nos spécialités à nous. Devenir animateur de camp, c'est aussi une opportunité incroyable de se découvrir et de créer des liens particuliers, autant avec les collègues qu'avec les campeurs. Moi, personnellement, j'ai découvert ma patience. Mais oui, plus tard, j'ai su que je voulais travailler avec les jeunes après ça, là. Genre, le moment qu'on passe ensemble, tu les vois grandir, puis c'est vraiment magnifique. On les voit, fait que, ouais. Puis, niveau professionnel, c'est ça. Je me suis vu grandir aussi. Avec les jeunes, on développe une amitié. Oui. Encore là, des fois, je les croise dans les épiceries, puis ils sont comme Snoopy, puis genre, ils arrivent, puis ils viennent te coller, puis ils sont « Comment ça va? » Puis... C'est comme une relation particulière. Tu n'es pas vraiment un ami, mais tu n'es pas un enseignant non plus. Est-ce que tu sens que tu leur as apporté quelque chose à ces jeunes-là pendant l'été? Je pense que oui, parce que, tu sais, on les voyait à la fin de l'été, ils étaient tous tristes, ils venaient nous coller, puis ils ont déjà hâte à cet été, là. Toutes les municipalités de la région sont en période de recrutement. Consultez les pages web des loisirs pour plus d'informations. L'autrice de La Malbaie, Céline Dufour, et sa complice, l'illustratrice Louise Morin, étaient dans nos studios pour nous présenter l'univers de leur personnage Rosette et des aventures qui l'attendent dans son 2e tome qui sera lancé sous peu. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour les amis. Oui. Vous n'êtes pas venues seules aujourd'hui. Non. Alors, Céline Dufour, Louise Morin, vous êtes autrice et illustratrice de ces livres jeunesse qui racontent les aventures de Rosette. Exactement. La Rosette qu'on a ici. Oui. C'est celle-ci ici. Oui. Alors, parlez-moi donc un peu de ces personnages-là qui vivent dans vos livres, dont vous faites le lancement là, du tome 2 bientôt. Là. Oui. Bien, je vais vous parler du personnage principal, naturellement, qui est Rosette, qui est un petit personnage qui a des talents bien particuliers. Elle a des dons. C'est sûr que c'est vraiment une histoire là, dans l'imaginaire de l'enfant. Comme dans le premier volume, Mystérieuse Rosette, on explique un peu tous ses dons, puis comment ça se fait qu'elle s'est rendue là. Puis, on est dans le fantastique. On est dans le fantastique, puis... Dans chaque livre, moi, je trouvais important de faire développer une valeur humaine, tu sais, pour les enfants, parce que ça s'adresse à des enfants de 5 à 10 ans. OK. Donc, des jeunes lecteurs qui vont lire eux-mêmes. Des jeunes lecteurs qui vont lire eux-mêmes. Puis, s'ils ne sont pas capables, bien, ça va être leurs parents, naturellement.
Et le premier, c'est sur l'estime de soi. OK. Et le deuxième, que le lancement va avoir lieu le 10 février, là. On va en parler probablement plus tout à l'heure. Lui, c'est plus sur la peur et le courage, là. D'accord. Souvent, les enfants ont des peurs. Fait que là, elle rencontre un personnage, puis elle l'encourage dans sa peur, elle lui donne des Pour trucs. apprivoiser les peurs. Exactement, exactement. Ces fameuses peurs d'enfants. Oui, c'est ça, hein, des peurs... des fois qu'on explique plus ou moins. C'est ça. Louise, comme illustratrice, comment vous mélangez vos univers ensemble, les mots, images et personnages? Bien, au départ, je dois vous dire qu'il n'était pas supposé d'avoir 2 tomes comme ça. C'est parti sur le coin d'une table dans un resto. Céline me raconte un peu son projet d'illustrer. Elle dit, tu me ferais-tu une illustration pour représenter ma Rosette? Parce qu'elle dit, j'aimerais ça, laisser ça à mes petits-enfants. Ou Fait qu'elle dit, ça va rester juste pour nous autres. Tu sais, ça ira pas plus loin. Fait que là, je fais le premier personnage, Rosette. Et puis, à ce moment-là, je présente ça à Céline. Elle m'avait envoyé son manuscrit. Donc, c'est déjà écrit. Là. Oui, c'est déjà écrit. Donc, là, je fais le personnage principal. J'y montre ça. Ah oui, elle dit, j'aime ça. Ben, elle dit, tu m'en ferais-tu un autre? Fait qu'en fin de compte, on se ramasse avec le premier livre, 25 images. Donc, 25 illustrations. Fait que je les lis... Est-ce que c'était pas quelque chose que vous faisiez avant? Non, moi, je fais de la peinture. Je fais artiste peintre à mes heures, mais... Des illustrations, jamais. Et puis, encore moins dans le fantastique, puis d'imaginer un personnage. Donc, on s'est ramassé avec 25 illustrations. Elle avait autant de textes. Donc, là, on a dit, on peut-tu faire autre chose avec ça? Puis, c'est de même que le premier volume a commencé, puis le deuxième tome qui arrive bientôt. Fait que moi, j'ai essayé de représenter le plus possible ce que je lisais, puis d'imaginer. Puis, elle m'a laissé libre cours à mon imagination, puis c'est ce qui en est sorti. Donc, une belle complicité là, ici. Il faut dire vous êtes des amis de longue date, je crois, de la Malbaie, toutes les deux. C'est ça. Et pourquoi l'univers jeunesse? Bien, c'est parce que moi, c'est sûr que j'ai 3 enfants, j'ai 7 petits-enfants. Fait que, tu sais, mon plaisir, moi, c'était de raconter des histoires le soir à mes enfants, mais pas des histoires dans un livre. Ce qu'ils aimaient, c'est que je leur raconte une histoire inventée, qui appelait ça. Fait que là, je partais toujours avec un personnage qui avait un petit problème ou un animal qui avait un petit problème. Puis ça se terminait toujours... Moi, mon plaisir, c'était de regarder le visage de l'enfant quand il y avait le problème. L'enfant était triste. Puis après ça, je finissais, parce que c'était dans ma tête, je ne savais jamais comment ça allait finir. C'était au fur et à mesure, l'improvisation. Puis à la fin, bien, naturellement, il y avait toujours un bon punch, il était toujours joyeux. Puis là, l'enfant, là, que ce soit mon enfant ou mon petit enfant, avait le grand sourire au lait. C'est voir l'évolution. L'évolution de l'expression de l'enfant. Fait que c'est ça me dit, ah ben écoute, là, je vais écrire un livre. Fait que j'ai commencé avec Rosette, puis ses dons et tout ça. Mais comme Louise disait, c'était pour mon plaisir. Ben oui, on voit que vous aimez ça. D'ailleurs, c'est vous qui avez tricoté les beaux personnages qui sont ici. Parlons justement de ce lancement. Donc, le deuxième tome, Courageuse Rosette au Pays des Pandas, c'est bien ça? Oui. Qui se passe le 10 février, donc, à la Malbaie, c'est ça? À la Malbaie, à la bibliothèque de la Malbaie, à 1h30 dans l'après-midi. Ça fait que quand on a fait le premier, on était très, très, très gâtés. On a eu beaucoup de monde, puis c'est vraiment très agréable de voir les gens qui s'intéressent. Puis Louise a eu la bonne idée, on a une table pour les enfants qui fassent du dessin. C'est leur célébration à eux aussi. C'est leur monde à eux. Oui, fait que on s'attend là à avoir, on aimerait avoir beaucoup de personnes qui viennent nous voir, puis jaser avec... Est-ce que c'est le seul lancement que vous faites, ou vous allez en faire dans d'autres régions aussi? Pour le moment, c'est le seul. Charlevoix? Oui, c'est ça. C'est le seul, puis c'est sûr qu'on va au Salon du Livre à Québec au mois d'avril. On est invités. L'an passé, on avait été Montréal, Sherbrooke. Fait qu'on commence à étendre nos ailes. Ça du sérieux, là, ce projet-là, pour le fun. C'est ça, il devient, là, parce que Louise, comme elle disait, elle n'avait jamais fait de personnage en tant que tel. Elle a fait tellement des belles peintures, des belles fleurs, des beaux arbres. C'est une artiste, Louise. Et qu'elle me dise oui, elle dit, Céline, je n'ai jamais fait. Bien, j'ai dit, Louise, moi, j'ai jamais faire éditer un livre non plus. Fait que j'ai dit, ça va être une belle expérience. Et comme de fait, là, une belle aventure. Une belle aventure, vraiment. Ça a été une année. Les livres sont disponibles chez les libraires, j'imagine, et sur le site aussi. Est-ce que ça se peut qu'ils soient disponibles en numérique aussi? Pas encore. Non, on n'a pas. On est seulement en version papier. On n'a pas signé pour le numérique. D'accord. Juste le papier, présentement.
Et on devine qu'ils seront disponibles dans nos bibliothèques aussi, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Fait que, puis ils sont pas chers, ils sont à 20 On les a laissés le même prix que les autres. C'est ça. Pour les avoir chez Renaud-Bré, chez Archambault. Et naturellement, aussi, moi, je peux laisser mon numéro de téléphone si des fois il y a quelqu'un qui est intéressé puis il dit, moi, je ne vais pas à Québec. Ben, parfait, on pourra l'afficher à l'écran, là. Puis moi, en tout cas, j'en avais parlé à Louise dans mes projets éventuellement, ce que j'aime, puis que je suis en train de préparer un peu parce que je t'en avais parlé. C'est une activité par rapport pour aller peut-être dans les écoles, parler avec mes personnages. Un atelier. Un atelier un peu, là. Je serais disponible là, si des fois il y en a que ça les intéresse. Même dans les bibliothèques. Ou dans les bibliothèques, là. Oui, parce que je pense que je suis capable de raconter des choses. Et est-ce qu'on peut s'attendre à un 3e tome? C'est déjà en cours. Il est en cours. Le 3e, c'est déjà en cours. Là, ça s'en va en Australie, là. Ah, génial. Parce qu'il faut dire que dans chaque livre, bon, il y a une valeur que je trouve importante, mais aussi le pays. À visite. À visite, donc, les choses les plus importantes qu'on peut voir en Australie, c'est quel animal qu'on voit en Australie? Le kangourou. Le kangourou. Donc, il va y avoir une histoire avec le kangourou. Avec le kangourou. Fait que, tu sais, puis en même temps, les paysages, bon, de quoi les jeunes s'amusent. Donc, on découvre autant au niveau des valeurs qu'au niveau de l'univers. L'univers, la ville, le pays, là, ça fait découvrir des petites choses à leur niveau, naturellement, pas trop compliqué, là. Puis qui donne le goût de dire, « Hey, c'est beau, fait que c'est ça, là, le premier jet est fait, mais on y va tranquillement. Parfait. Donc, on passe vous voir le 10 février, 13h30 à la bibliothèque de la Malbaie. On veut voir beaucoup de monde, on veut voir les enfants, on veut s'amuser avec eux autres, puis je pense que tout le monde va en sortir très heureux. Puis, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, là, parce que c'est très important pour nous, là, puis que vous aviez pensé de nous faire venir. Là. Ça fait plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Bonne journée. Il y avait foule à la bibliothèque René Richard le 26 janvier dernier à l'occasion du vernissage de l'exposition soulignant les 25 ans de la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Voici notre reportage. Dans la foulée des activités mises en place pour célébrer le 25e anniversaire de la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, l'exposition rétrospective est le dernier gros morceau de la programmation préparée par Denise Ouellette et son comité. Merci tout le monde de votre présence ici pour l'exposition du 25e anniversaire. Je suis très contente de vous voir et les bénévoles sont contents aussi de se rencontrer. Ça fait très longtemps qu'ils se sont vus. Le 7 septembre 1998, c'était l'inauguration d'une nouvelle construction dans le stationnement de l'Arena. C'était la bibliothèque. Il y a 25 ans, 97, et c'était pas unanime, le projet de bibliothèque. Mais je pense que l'épreuve des ans a été heureusement traversée par le travail qui s'est fait ici, par la fréquentation de tous les âges. Hein. Vous voyez les photos sur l'autre mur, les photos qui illustrent la présence des enfants et le travail avec les classes scolaires, et aussi, toutes les personnes, les bénévoles qui travaillent ici. Plusieurs fois au fil des discours, à l'occasion du vernissage, le dévouement des bénévoles a été salué. La bibliothèque fonctionne grâce à l'appui de la ville, bien sûr, mais grâce aussi au travail acharné de Denise, puis grâce aussi à la présence et le dévouement de tous ces bénévoles qui permettent que la bibliothèque soit ouverte tous les jours. Un bénévole est là vraiment par passion. On ne peut pas avoir un service meilleur qu'un service qui est offert par des bénévoles. Et ça, on a déjà une institution qui a 25 ans et ça ne paraît pas. Les gens, quand on parle que la bibliothèque, ça a 25 ans, les gens disent « ça a l'air neuf », on dirait que ça vient, ça fait 5-6 ans, tout ça. Et on réussit quand même à maintenir le service, à maintenir des infrastructures de qualité. Et ça, vraiment, on en est fiers. L'exposition, préparée par l'artiste Jacques Hudon, trace les grandes lignes des 25 années de la bibliothèque. Je suis allé piger dans dans leur album photo qui mériterait d'avoir quelqu'un qui s'en occupe vraiment pour avoir des bonnes photos là, pour pouvoir promouvoir la bibliothèque. Et tous les coupures de presse qui ont été ramassées vraiment par des bénévoles, là, je veux dire, c'est un beau travail qui a été fait. Et le centre d'archives aussi, même
le fils de Denise qui nous a aidés dans l'agrandissement des photos et tout ça. Donc, ça a été un petit... Travail d'équipe? Oui, un petit travail d'équipe très simple. On a fait un genre de survol de ce qu'a été la bibliothèque. Un survol vraiment très, 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 très limité. Parce qu'en fin de compte, je dis, il y a eu tellement de choses de faites depuis 25 ans, c'est incroyable le travail qu'il fait. Comment on choisit ce qu'on met? J'ai choisi avec les documents que j'avais. Des plans d'architectes, des coupures de journaux et bon nombre de photographies, dont certaines ont été agrandies, sont présentées dans la salle Pierre-Perrault. La quantité étant impressionnante, des albums photos complets sont même mis à disposition sur des tables. Je pense que les gens vont s'amuser à regarder un peu toute la diversité de ce qui a été fait dans la bibliothèque, autant chez les jeunes, chez les adolescents, chez les adultes, les personnes âgées, tout ça. En y regardant de près, certains pourront peut-être même s'y retrouver, que ce soit lors d'une des innombrables heures du conte de Madame Amiotte ou à l'occasion d'un concours littéraire, par exemple. Continuez de la fréquenter, votre bibliothèque, puisqu'on est chanceux d'avoir ça ici à Baie-Saint-Paul. Et la lecture, de donner le goût aux prochaines générations, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur faire. L'exposition sur les 25 ans de la bibliothèque René Richard reste en place jusqu'au 10 mars prochain. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.